Merci. Je voudrais commencer par remercier Patrick Boucheron et le comité scientifique de m'avoir convié à ce colloque, d'autant plus que je vais évoquer des chemins de migration un peu excentrés par rapport à ceux dont nous avons parlé pendant quelques jours, des chemins de migration cette fois nationaux et non plus transnationaux, et surtout des chemins de migration qui font l'objet d'une expérience malgré tout moins tragique. J'ai été en effet invitée à parler des migrations observées en Chine depuis le début des années 1980. Je voudrais le faire en inscrivant ces migrations dans le contexte plus large des évolutions de la société chinoise avant comme après cette date. En effet, si la Chine fait face à des flux migratoires d'une ampleur inédite depuis 3 décennies, l'accueil qui leur est fait en Chine me semble indissociable de la période qui les a immédiatement précédés, c'est-à-dire des années qui se sont écoulées depuis la fondation de la République populaire de Chine en 1949. De même, les inquiétudes que ces migrations suscitent au présent sont indissociables des inquiétudes qui traversent l'ensemble de la société chinoise, sur le plan par exemple de la langue, des repères moraux, éthiques partagés, ou en tout cas des tentatives de définir ensemble ce que l'on estime désirable, acceptable, juste, bon ou mauvais, comme du rapport à une expérience historique particulière. On rencontre aussitôt une première difficulté, ou plutôt une première exigence, celle de définir quels sont ceux que l'on désigne au sein de la société chinoise comme des migrants, un terme utilisé dans la littérature scientifique, mais qui ne recouvre pas la désignation employée en Chine. Les autorités s'efforcent en effet de saisir l'ampleur de la population dite mobile, un terme qui se dit en chinois « liudong », un terme également traduit par population flottante, population temporaire ou population instable. Dans les localités d'accueil, on désigne plus volontiers les nouveaux arrivants comme, je cite, « ceux qui viennent de l'extérieur » ou comme des ouvriers paysans, c'est-à-dire comme des travailleurs d'origine paysanne, un terme utilisé pendant les années 1960 et 1970 en Chine pour désigner les paysans affectés de façon temporaire à des chantiers urbains. S'il est toujours dangereux d'essayer de saisir la signification des mots en dehors des usages qui en sont faits, signalons que, alors que le caractère « dong » dans « liudong » de mobile signifie se mouvoir, remuer, bouger, le caractère « liu » évoque quant à lui le courant, ce qui coule et ce qui circule, et il est utilisé pour composer une diversité de termes qui signifient notamment errer, vagabonder, bannir, s'exiler, être abandonné, mais aussi se comporter comme un vaurien ou comme un voyou. Le terme officiel de population flottante ou de population en mouvement semble désigner en miroir une population qui serait sédentaire. La réalité est pourtant plus complexe, et pour la saisir, il convient de dire quelques mots du dispositif du hukou, ou livret de résidence domestique, dont la mise en place est achevée en 1958. Sur ce livret, qui existe toujours aujourd'hui, possédé par chaque foyer, sont consignés des renseignements comme les noms, dates et lieux de naissance des différents membres du foyer, leur niveau d'éducation, leur lien avec le chef du foyer et la date à laquelle ils ont été portés sur ce livret. Mais deux autres indications figurent également sur ce livret domestique. Le nom de la localité où il a été officiellement enregistré et deuxièmement sa nature, agricole ou non agricole. Les individus appartiennent donc à des foyers formellement enregistrés dans des villages, des bourgs ou des villes. Les autorités administratives gèrent cette population officielle locale et lui permettent en particulier d'accéder à des services, des ressources et des avantages exclusifs, même s'ils diffèrent selon les localités. La seconde indication portée sur le hukou semble opérer une simple distinction entre urbains et ruraux, alors qu'elle établit en fait, depuis 1958, une hiérarchie entre deux catégories de foyers et d'individus. En effet, ceux qui disposent d'un livret dit agricole sont pris en charge par les entités collectives, équipes, brigades de production, communes populaires, dont la constitution s'achève également en 1958. Travail, rémunération, mais aussi accès à l'éducation et à la santé dépendent ainsi de l'environnement climatique, écologique, politique et social et des résultats économiques de ces collectifs. En revanche, ceux qui disposent d'un livret non agricole sont pris en charge par l'État, notamment pour ce qui est de l'emploi,
des ressources pendant comme après la vie active, de l'éducation ou de la santé. Comme on dit en Chine, il y a donc, je cite, « ceux qui mangent les céréales qu'ils cultivent » et « ceux qui mangent les céréales de l'État ». En réalité, les céréales subventionnées par l'État, produites par des paysans, tous transformés en agriculteurs. La nature du livret de résidence possédé désigne donc non seulement un espace d'appartenance, mais également la nature de la relation établie avec l'État. Ce dispositif privilégie également le principe de filiation, puisque l'on hérite, jusqu'en 1998, du type de livret possédé par la mère. Je ne détaillerai pas ici les contraintes qui ont été assorties à ce RUCO, mais il est important de savoir que des contraintes ont été posées et demeurent pour limiter son transfert d'une localité à une autre ou pour en modifier la nature. Signalons simplement que l'accord des autorités de la localité de départ et d'accueil sont nécessaires pour transférer son livret domestique ou pour, encore une fois, en modifier la nature. Ces conditions, ces contraintes ont varié, se sont transformées depuis 1958. Elles ne sont pas immuables, mais elles demeurent. Enfin, je voudrais ajouter que la distribution par les autorités à la seule population officielle locale de ressources vitales qui vont du travail au logement, en passant par l'obtention de tickets de rationnement et de bons d'achat, a longtemps découragé toute mobilité individuelle découplée de celle du livret de résidence. En 1981, sous la direction de Deng Xiaoping, une résolution politique est adoptée qui prend position sur les excès et les erreurs de la révolution culturelle, officiellement 1966-1976. Un an plus tard, en 1982, une première réforme économique est adoptée, souvent désignée comme la décollectivisation des terres. En réalité, la propriété des terres demeure jusqu'à aujourd'hui collective dans les campagnes, alors que les terres appartiennent à l'État en ville. Et c'est un droit d'usage qui est redistribué aux foyers selon des critères différents en fonction des régions à partir du début des années 1980. J'ajouterai qu'en 1983, les communes populaires établies en 1958 commencent à disparaître. S'ensuivent alors de premiers départs des habitants des zones rurales vers les villes, le maintien sur place de tous les membres du foyer n'étant plus obligatoire et pas vraiment nécessaire pour cultiver les quelques lopins de terre attribués à chaque foyer. Les premiers à partir sont des premières. Ce sont en effet des jeunes filles qui vont s'embaucher comme aides domestiques à Pékin. L'origine rurale de ces migrations initiales, le découplage qu'elles instaurent entre domiciliation effective et domiciliation officielle, l'ignorance dans laquelle ceux qui partent tiennent le dispositif de la lettre de recommandation chargée jusque-là de garantir l'identité et la crédibilité de ceux qui se déplacent en Chine, explique sans doute que ces migrations soient perçues comme annonciatrices de, je cite, « flux aveugles de paysans ». Ces premières caractéristiques contribueront également à rabattre les formes de mobilité très contrastées. Excusez-moi, s'il me manque une page, ça va aller. Bon, alors je suis absolument désolée. Donc très contrastées qui se sont développées en Chine. Ce sont des... je retrouve la page. Or, les migrations observées en Chine depuis 3 décennies, qui s'inscrivent dans un contexte où l'accès au logement, à l'emploi et à la consommation est profondément reconfiguré, recouvrent des réalités de nature et d'ampleur fort diverses. Je citerai 2 exemples. Alors que l'on parle donc de flux aveugles de paysans, le dernier recensement montre qu'un quart de la mobilité interne en Chine est une mobilité ville-ville, et non pas une mobilité campagne-ville. D'autre part, et j'irai là également très vite, mais parmi tous ceux que l'on dit être des paysans arrivant de façon massive dans les villes, la plupart d'entre eux n'ont d'agricole que la nature de leur livret domestique. Beaucoup de jeunes gens ont grandi au bourg et n'ont jamais travaillé la terre. Ces distinctions ne sont pas retenues pourtant dans les indicateurs nationaux destinés à l'action de l'État et qui s'attachent à mesurer la seule mobilité jugée problématique, voire dangereuse, celle qui s'accompagne d'un découplage entre domiciliation réelle et domiciliation effective. Lors du dernier recensement national de 2010, cette population flottante, ainsi désignée, composée de ceux qui vivent depuis au moins 6 mois ailleurs que là où leur livret domestique est enregistré, comptait 221 millions de personnes, soit 17% de la population chinoise.
Sur ces 221 millions, 50 millions s'étaient déplacés tout en restant au sein de leur district d'origine, et près de la moitié d'entre eux n'avaient pas franchi les frontières de leur province d'origine. Sous l'influence de ces flux de mobilité, le dispositif du RUCO n'a cessé de connaître des ajustements. Je ne vais pas ici entrer dans les détails. Un permis de résidence temporaire a été attribué aux migrants, moyennant certaines conditions. Il est possible, si on fait un investissement immobilier dans certaines villes, d'obtenir un permis bleu qui se transforme au bout de quelques années en permis permanent. Les grandes métropoles chinoises ont adopté des politiques très différentes. Je ne vais pas, encore une fois, être plus longue sur cette question. Je voudrais peut-être simplement dire que la distinction entre permis de résidence agricole et non agricole tend à s'atténuer, alors que l'importance du lieu d'enregistrement du RUCO demeure. Une littérature abondante existe sur les caractéristiques de ceux qui composent cette population flottante, sur leurs motivations, leurs conditions de travail et de vie, leur impact, comme l'on dit, dans les localités d'accueil de départ, avec par exemple la présence de 60 millions d'enfants qui vivraient dans des villages dont leurs parents sont absents la majeure partie de l'année. Ces études sont importantes. Si elles ont tendance à uniformiser des projets et des parcours très hétérogènes, elles décrivent les inégalités observées sur le plan de l'emploi, du salaire, du logement, des dépenses d'éducation et de santé. Certaines de ces inégalités découlent directement de ce fameux RUCO, du livret domestique. Les dépenses d'éducation, par exemple, sont plus importantes pour les non-locaux. D'autres n'en découlent qu'indirectement. Une étude nationale menée en 2012 montrait qu'à occupation égale, la rémunération des migrants était inférieure de 41% à celle des non-migrants, sans que, bien sûr, aucun texte officiel ne justifie cet écart. Les études publiées décrivent également les maux dont ces migrants sont accusés: accroître le chômage dans les villes, nuire au contrôle de la natalité, contribuer à la désorganisation des familles comme à la violence et à la délinquance. Elles décrivent les stéréotypes qui continuent à les frapper, les rumeurs qu'ils suscitent, la méfiance qui les entoure et qui fait dire à nombre d'entre eux qu'ils ne savent pas où se tenir debout dans la ville qui les accueille. Cependant, peu d'études inscrivent la méfiance suscitée par les migrants dans le contexte plus large de la méfiance généralisée observée aujourd'hui en Chine. Une méfiance, j'ai envie de dire, a priori envers autrui, jusqu'à preuve du contraire. Une présomption de malveillance qui a pour effet d'accroître l'importance des relations particulières, des cercles d'interconnaissance, des groupes de proximité. Cette méfiance se manifeste au quotidien par les moments consacrés à tester la fiabilité d'autrui, à vérifier le sens de ses paroles, à s'assurer de la cohérence entre ce que les gens disent et ce qu'ils font. Elle peut être illustrée, cette méfiance, par les propos tenus récemment par des femmes sur une place publique de la ville de Tianjin, alors qu'elles tentaient d'expliquer le mutisme dans lequel elles se cantonnaient lors d'un rassemblement collectif auquel elles participent pourtant depuis plusieurs années et au cours duquel des exercices physiques étaient accomplis de concert. Je le cite, deux d'entre elles. « Tu crois que c'est sincère, que tu peux leur faire confiance. Ils font comme s'ils pensaient ce qu'ils disent, mais ce n'est pas vrai. Il faut que tu fasses attention. Tu ne peux pas savoir exactement ce que leurs mots veulent dire. » Une autre: « Pour nous, ici en Chine, se parler, c'est une chose assez compliquée. Tu ne sais pas ce que les gens attendent de toi, tu ne sais pas ce qu'ils pensent, tu ne sais pas ce qu'ils vont faire avec ce que tu leur dis, ou s'ils pensent ce qu'ils te disent. C'est très compliqué. C'est pourquoi la vie ici, jour après jour, est pour nous si fatigante. » De fait, cette méfiance qui conduit certains aujourd'hui en Chine à parler de leur société comme d'une société du soupçon se manifeste en particulier dans les espaces publics, même si c'est aussi dans ces lieux publics, et plus précisément au sein de rassemblements, de moments d'interaction en face à face, que cette méfiance est éventuellement contenue et surmontée. Il semble en tout cas nécessaire de ne pas dissocier la question de la population flottante et de la méfiance qu'elle suscite volontiers, de la méfiance qui se manifeste de manière plus générale envers celui que l'on ne connaît pas, celui dont on ne sait pas à quoi il appartient et s'il est recommandable ou pas. C'est en tout cas cet objectif que je consacrerai le reste de mes propos. On l'aura compris, les migrations observées en Chine à partir du début des années 1980 font irruption après plusieurs décennies pendant lesquelles les déplacements, et notamment les déplacements volontaires, sont perçus officiellement comme indésirables. À partir de 1958, les individus sont assignés à résidence, j'ai essayé de l'évoquer brièvement, et ceux qui s'affranchissent de cette assignation, quelles qu'en soient les raisons, sont positionnés aux marges de la société. Si le vagabondage et la mendicité, notamment en temps de famine,
ont de tout temps été des expériences pénibles, il n'est sans doute pas inintéressant de souligner que les villages qui sont les premiers à procéder en cachette à la redistribution des terres collectives en 1978, avant que cela ne devienne une politique nationale, sont des villages particulièrement décimés pendant la grande famine de 1958-62 et dont les habitants ont fait alors l'expérience de la mendicité dans les régions alentours. Par exemple, dans le village de Xiaogang, dans la province de l'Anhui, l'un des premiers villages à avoir procédé à cette redistribution secrète, 38% des habitants périssent pendant cette grande famine. La mémoire des souffrances physiques, mais également du sentiment d'indignité éprouvé en allant alors mendier en groupe sur les routes, est mise en avant aujourd'hui encore pour justifier l'initiative prise en secret en 1978, la redistribution du droit d'usage des terres collectives, une initiative susceptible d'envoyer les uns les autres en prison, mais qui écartait au moins toute nécessité de recours au vagabondage. Soulignons qu'à l'inverse, les déplacements forcés, sans transfert du ROCO, constituent pendant les 3 premières décennies du régime une sanction politique. Plusieurs dizaines de millions de personnes sont ainsi déplacées avant 1978 dans des circonstances très variées. Si les cadres et les intellectuels envoyés à partir de 1968 dans les écoles du 7 mai, une appellation qui désigne des sortes de camps de travail, pour y être rééduqués, et les quelques 18 millions de jeunes instruits envoyés à la campagne à partir de 1969 ne partagent ni la même expérience ni le même sort, tous sont envoyés loin de leur localité officielle pour y être rééduqués. Qui plus est, cette rééducation passe par une participation au travail agricole, lequel fait partie de la sanction imposée. Il est quelque peu paradoxal que la révolution chinoise, dite paysanne, fondée sur une méfiance du Parti communiste chinois envers la ville, qui abrite, selon la terminologie de l'époque, bourgeoisie et capitalisme, et donc sur une méfiance envers une population urbaine qu'il faut à la fois surveiller, prendre en charge et limiter, est aboutie à constituer en sanction politique le fait d'être envoyé à la campagne. De façon évidente, cette situation ne sera pas sans effet sur la manière dont les travailleurs ruraux qui arrivent soudain en ville à partir du début des années 1980 sont perçus, imaginés, soumis à des apprentissages visant aussi officiellement à les civiliser. L'assignation à résidence géographique observée jusqu'au début des années 1980 se double de plusieurs modes d'assignation à résidence sociale, c'est-à-dire des modes d'identification des individus qui orientent leurs projets et leur destin. Je ne les évoquerai que très brièvement. Il y a tout d'abord l'origine familiale, qui désigne la condition économique de chaque foyer avant la Révolution, soit avant 1949, et donc la position relative de chacun dans une hiérarchie socio-économique déterminée. À la campagne, par exemple, les premières classes qui voient le jour sont les travailleurs agricoles, les paysans pauvres, les paysans moyens pauvres, les paysans moyens riches, les paysans riches et les propriétaires fonciers. D'autres dénominations politiques, comme celle de famille de martyrs révolutionnaires, se multiplient au cours des décennies. En plus de l'origine familiale, chaque individu âgé de 18 ans se voit doté d'un statut de classe, littéralement élément composant de classe. Ce statut de classe peut désigner l'occupation, ouvrier, ou un comportement politique contre-révolutionnaire. Si l'origine familiale se transmet de génération en génération, le statut de classe ne se transmet pas, à moins qu'une procédure spécifique soit mise en place pour qu'un fils hérite du statut négatif du père, afin que le quota de mauvais éléments dans chaque collectif soit maintenu. En 1952, donc 3 ans après 1949 par définition, pratiquement toute la population chinoise est ainsi classée, et le système comprend plus de 60 catégories. Elles sont parfois confuses, car il y a les amis, les ennemis et ceux objets de soupçon dont la figure demeure incertaine. Elles sont susceptibles d'évoluer au gré des événements et des interprétations. Et pourtant, portées sur tous les documents et dossiers personnels, elles désignent la place de chacun dans la société nouvelle et les ambitions qu'il peut nourrir sur le plan politique, professionnel, familial. À ce système d'identification sociale s'ajoute l'appartenance à une unité de travail en ville ou à une commune populaire dans les campagnes, des organisations qui non seulement sont source d'emplois, de revenus, d'avantages matériels, mais à travers lesquelles la population est organisée, logée, éduquée, enregistrée. L'une des sanctions politiques les plus efficaces jusqu'à la fin des années 1970 était ainsi le fait d'être exclu de son unité de travail
et de vivre au sein de la société sans organisation, comme on disait à l'époque. On pourrait également évoquer des distinctions moins institutionnalisées, comme l'appartenance ou la non-appartenance aux éléments locaux dits progressistes, c'est-à-dire au groupe des activistes politiques, lesquels devaient, selon les consignes officielles, représenter 10 à 20% de la population n'appartenant pas au parti dans chaque unité de travail et chaque village. Des réformes politiques souvent ignorées ont précédé les réformes économiques du début des années 1980 et fait voler en éclats ces formes d'appartenance et leurs effets. Je ne citerai que 2 de ces réformes politiques parmi les plus importantes. Entre 1978 et le milieu des années 1980, les autorités chinoises procèdent à un mouvement de réhabilitation politique sans précédent. En effet, il s'agit de signaler le passage à un autre moment politique, non pas en identifiant et en sanctionnant les responsables d'excès et d'erreurs politiques passées, mais en reconnaissant l'innocence de ceux qui ont fait l'objet, par le passé, d'accusations soudain dites injustes, fausses ou erronées. Or, de telles accusations ont officiellement affecté de manière directe ou indirecte près de 200 millions de personnes en Chine entre 1949 et 1979. Ce mouvement de réhabilitation, s'il n'est pas entièrement terminé aujourd'hui, s'il a privilégié les victimes de certains mouvements politiques, a donc eu des effets considérables, encore largement inexplorés, dans les villes et les campagnes, bouleversant les hiérarchies, les critères d'identification et de distribution. Il a souvent été interprété localement, dans les usines, dans les villages, comme la reconnaissance à la fois vague mais formelle et étendue, plus étendue en tout cas que ne le prévoyaient les résolutions politiques officielles, des erreurs politiques commises depuis 1949. Par exemple, dans les villages, certains des acteurs de la réforme agraire et des violences qui l'avaient accompagnée préfèrent quitter le village. Des demandes de pardon sont parfois formulées. Des liens d'appartenance jusque-là critiqués et donc réprimés, comme les liens de parenté, refont soudain surface. L'identité de chacun devient donc à la fois plus ouverte, mais aussi plus incertaine et confuse, de même qu'il devient plus difficile de dire qui est l'un pour l'autre, pour reprendre la belle formule de Claude Lefort. Cette difficulté se trouve renforcée par une seconde réforme politique menée en 1979. En janvier de cette année-là, une directive nationale enjoint d'ôter le chapeau de classe, comme on dit en Chine, des membres des catégories noires, c'est-à-dire de ceux qui possèdent un statut de classe négatif. On va considérer que la plupart d'entre eux doivent désormais être considérés comme rééduqués et seule une poignée d'entre eux doit demeurer. Et en réalité, comme un château de cartes, à partir de cette directive de 1979, cette disparition soudaine des mauvais statuts de classe entraîne celle des bons statuts de classe et entraîne la mise en œuvre du principe de la lutte des classes tel que ce principe était mis en œuvre en Chine depuis 3 décennies. Si l'on ajoute à cela la disparition des communes populaires au début des années 1980, puis la diminution en ville des unités de travail et de leur emprise sur la vie des individus, on comprendra que c'est l'ensemble de la société chinoise et non pas les seuls migrants qui fait face au début des années 1980 à la nécessité d'instaurer de nouveaux modes d'identification, de reconnaissance mutuelle, j'ai envie de dire de recommandabilité. Cette nécessité s'inscrit elle-même dans une forme plus générale de crise de la réalité sociale qui se manifeste au sortir de l'expérience politique des 3 premières décennies du régime. Et cette crise se manifeste notamment par les difficultés éprouvées non seulement pour identifier autrui, mais tout simplement pour imaginer, décrire et communiquer la réalité, pour dire ce qui est. S'il existe des études passionnantes sur les transformations de la langue chinoise, notamment à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, face notamment aux nécessités de modernisation économique, il est peu d'études sur la langue qui s'impose à partir de 1949 et sur les usages qui en sont faits. En allant très vite en besogne, disons simplement que non seulement des catégories nouvelles sont instituées pour fonder une société nouvelle, mais une langue plutôt pauvre est instaurée qui prend appui sur un ensemble de schématisations pour désigner les actions, les acteurs, les situations. Ce sont des mots nouveaux ou des mots du langage quotidien mais qui connaissent de nombreux phénomènes de distorsion ou d'euphémisation. Les termes renvoient ainsi à des réalités particulières, parfois surprenantes pour le sens commun, au nom d'une interprétation posée comme vraie et du pouvoir d'interprétation exclusif attribué à certains. Ces mots et les orientations normatives qu'ils charrient
sont d'autant plus importants que les relations de pouvoir s'expriment notamment par les usages spécifiques alors assignés à la parole. Il y a ainsi, selon les situations, l'interdiction de rester silencieux, au contraire celle de prendre la parole, la nécessité de prononcer les mots attendus ou celle d'éviter les termes inappropriés, le pouvoir exclusif donné à certains de nommer, je l'ai déjà dit, de qualifier et donc de donner sens à la réalité, mais aussi le pouvoir de poser une relation, et notamment une relation d'accusation, qui est constitutive de l'identité et de l'accusé et de l'accusateur. Le sens des mots, la validité de ce que j'appelais des repères moraux, éthiques, normatifs pour aller très vite, donc de ces repères moraux ne peuvent être testés, confrontés, mis à l'épreuve alors avec une quelconque forme de publicité. Les réformes mises en œuvre en Chine à partir du début des années 1980 s'inscrivent donc, et j'ai été rapide, excusez-moi, dans une situation très complexe, caractérisée notamment par le caractère instable, pour aller vite, du contexte sémantique et normatif dans lequel ces réformes économiques s'inscrivent. Or, ces réformes économiques suscitent à leur tour des transformations profondes de la société chinoise. Des situations, des actions, des individus, des acteurs, des figures inédites surgissent soudain. Ils apparaissent toujours, encore et autrement, confus, indéterminés, au vu des difficultés rencontrées pour les désigner, pour leur assigner une signification ou, là encore, pour apprécier leur orientation normative. Qu'est-ce qu'un ouvrier aujourd'hui en Chine ? Alors que le rôle privilégié d'avant-garde du prolétariat, autrefois assigné à cette catégorie, n'existe plus dans la société sans avoir été officiellement démenti. Qu'est-ce qu'un paysan ? Qu'est-ce qu'un village ? De façon plus précise, tout au long des années 1990 et 2000, le rapport officiel au passé s'est transformé en Chine. Le gouvernement renoue désormais avec une Chine inscrite dans la longue durée d'un passé quelque peu immuable, un passé qui a pourtant été critiqué et transfiguré pendant les premières décennies du régime, sans démentir la légitimité de ces premières décennies. La révolution n'est plus, mais elle est encore. En conséquence, non seulement la version officielle d'épisodes récents entre 1949 et 1979 ne peut être contestée, mais le présent ne peut être pleinement nommé, qualifié, débattu, puisqu'il doit officiellement s'inscrire dans la continuité des premières décennies. Et par exemple, dernièrement, en mars 2013, le nouveau président de la République, Xi Jinping, réaffirmait qu'il était interdit en Chine de critiquer la période actuelle, soit des années 1979 à aujourd'hui, au nom de la période précédente, 1949-1979, comme il était interdit de critiquer la période précédente au nom de la période actuelle. Il en résulte que le passé immédiat est largement tu aujourd'hui, en famille comme sur la place publique. Son évocation est difficile, voire inquiétante. Comment faire en effet le récit d'expériences personnelles alors qu'elles sont susceptibles de contredire la version officielle de l'histoire ou de réveiller les souffrances d'autrui ? Mais aussi, la question est aussi comment parler d'hier avec les mots d'hier. En effet, la langue passée n'a pas été démentie, mais le système qui en commandait l'interprétation et l'usage n'est plus dans les faits. Dès lors, des mots sont demeurés et d'autres sont tombés en désuétude. Les liens entre les dimensions sémantiques et normatives des termes se sont distendus. Parler aujourd'hui d'hier avec les mots d'hier, notamment à ceux qui ne l'ont pas vécu, implique donc un travail de paraphrase, d'explicitation, de décodage particulièrement difficile. Mais parler d'hier avec des mots d'aujourd'hui, ou du moins avec des mots qui n'appartiennent pas à cette langue passée, est tout aussi difficile. Le travail d'imagination qui permettait de connecter le présent au passé, mais aussi au futur, se révèle donc particulièrement malaisé. Le passé semble ainsi être devenu confus, le passé immédiat semble ainsi être devenu confus, indéterminé, voire à la fois étrange et étranger, car non seulement les mots manquent pour le décrire, mais il est difficile d'entretenir avec lui un rapport de familiarité. Il est en partie réprimé, mais ce n'est pas que cela. Confronté au présent, il révèle une étrangeté qu'on ne lui connaissait pas, ou pas de cette façon, au moment des faits. D'où l'inquiétante étrangeté au présent d'un passé dont certains sont pourtant familiers. Une étrangeté qui n'est pas sans effet sur les façons partagées de dire au présent ce qui est et ce qui est désirable, acceptable, tolérable, légitime, juste. En effet, parler d'aujourd'hui à l'ombre d'hier, sans savoir ce que les uns et les autres retiennent des significations passées et des liens internes qui les organisaient en système.
Parler d'aujourd'hui sans autoriser les fantômes du passé, c'est-à-dire tout ce qui s'invite d'un passé qui n'est pas invité à surgir, est également malaisé. Pour conclure, je voudrais donc simplement dire que ce que j'ai essayé de suggérer, c'est tout simplement que les difficultés qui entourent l'accueil fait en Chine aux migrants, à celui qui circule et qui vient d'ailleurs, ne constituent que l'un des symptômes d'une demande plus large d'histoire et d'intelligibilité au sein de la société chinoise. Merci.